Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet vraiment passionnant. On a devant nous une série de notes sur un aspect souvent sous-estimé de l'art de la négociation. C'est le pouvoir des mots. Tout à fait. L'idée de fond qui ressort de ces documents, c'est que dans une négociation, le langage, c'est pas juste un outil. C'est le terrain de jeu. C'est exactement ça. Et notre mission aujourd'hui, si on peut dire, c'est de décortiquer comment le simple fait de choisir les mots justes peut transformer une discussion qui pourrait être tendue. En un accord mutuellement bénéfique. Voilà. Parce que beaucoup de blocages, en fait, ne viennent pas d'un désaccord de fond, mais vraiment d'un malentendu sur la langue elle-même. On croit qu'on se comprend, mais non. D'accord. Alors, décortiquons ça. Le point de départ de l'analyse, c'est cette affirmation. Pour qu'une communication soit claire, il est essentiel d'utiliser les mots que l'autre partie non seulement comprend, mais utilise elle-même. C'est le principe du miroir linguistique. Le miroir linguistique, l'idée c'est de reprendre les expressions de son interlocuteur, mais est-ce que ce n'est pas juste de la flatterie, ou pire, une technique un peu visible? C'est une excellente question. Parce que oui, si c'est mal fait, ça peut paraître complètement artificiel. Mais les sources insistent bien là-dessus. Ce n'est pas juste pour flatter. Ça montre deux choses très importantes. La première, c'est qu'on écoute, mais qu'on écoute activement. Ce qui est la base de tout. C'est la base de la confiance. En reprenant les termes de l'autre, on envoie un signal fort qui dit « je vous entends » et je fais l'effort de voir les choses depuis votre perspective. D'accord? Et la deuxième chose? La deuxième chose, c'est la volonté de s'accorder sur une vision commune. On commence à construire quelque chose ensemble. On crée une sorte de vocabulaire partagé, juste pour la durée de la négociation. C'est ça, un pont. Un pont, oui. Un pont linguistique précisément. On réduit ce qu'on pourrait appeler la friction cognitive. L'autre n'a plus besoin de traduire nos concepts dans son propre cadre de référence. Parce qu'on est déjà dans son cadre à lui. Voilà, on se retrouve sur le même terrain sémantique. Et là, tout devient beaucoup plus simple pour avancer. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Les sources donnent un exemple très très parlant. Ah oui, l'exemple du partenariat contre le contrat. Exactement. Imaginons qu'une personne parle tout le temps de partenariat et que l'autre en face répond systématiquement en utilisant le mot contrat. Qu'est-ce qui se passe là, concrètement? C'est une divergence qui peut sembler minime, mais qui en réalité est immense. Si on regarde l'intention derrière les mots. Partenariat, ça sonne collaboratif. Ça évoque des objectifs communs, une relation. Oui, une vision à long terme, même de la flexibilité. Alors que le mot contrat, lui, peut sonner beaucoup plus transactionnel. Plus rigide. Beaucoup plus. Axé sur les obligations, les clauses, les pénalités. On ne met pas du tout la même charge émotionnelle et intentionnelle derrière ces deux termes. Donc en insistant sur le mot contrat, même sans le vouloir, on peut signaler qu'on est moins intéressé par la relation. Que par les aspects légaux et formels, exactement. Et du coup, les sources suggèrent de s'adapter si l'interlocuteur utilise des mots comme flexibilité ou collaboration. Il faut les reprendre. Oui, en adoptant son vocabulaire, on valide sa vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'on abandonne nos propres objectifs, attention. Non, bien sûr. Ça veut dire qu'on choisit de les formuler d'une manière qui résonne positivement avec l'autre partie. C'est toute la différence entre une discussion qui bute et un accord qui avance. Je vois. On habille en quelque sorte nos propres objectifs avec les mots de l'autre. C'est une bonne image. Mais alors, tout ça soulève une question, parce que les sources associent ces techniques à des mots-clés comme influence, persuasion, mais aussi manipulation. Où est-ce qu'on situe la frontière? Est-ce que cette technique est vraiment éthique? On touche au cœur du sujet, et c'est une question cruciale. La distinction, en fait, elle réside quasi entièrement dans l'intention. L'intention, Oui. La persuasion, l'influence, dans un contexte de négociation sain, ça vise à trouver un alignement, pour un bénéfice mutuel. Utiliser un langage commun, c'est une technique pour y parvenir en améliorant la clarté et la connexion. d'accord. La manipulation, en revanche, ce serait d'utiliser cette même technique pour tromper ou forcer l'autre à accepter un accord qui lui est défavorable. Le but n'est plus le même. Pas du tout. L'analyse des sources se concentre vraiment sur l'idée de compréhension mutuelle. Dans ce cadre-là, la technique est un outil d'alignement, pas de tromperie. C'est une nuance, mais elle est fondamentale. C'est donc moins la technique en elle-même que le but dans lequel on l'utilise qui la définit. Il s'agit de faciliter un accord, pas de piéger l'autre. C'est ça. L'authenticité doit rester le garde-fou. Si on utilise ça de manière mécanique, sans empathie sincère, ça se sentira. Et l'effet sera inverse. La confiance sera brisée. Immédiatement.
D'accord. Donc, si on va plus loin, au-delà de ce principe de miroir, est-ce que les sources proposent d'autres outils linguistiques pour construire sur cette base une fois que la connexion est faite? Absolument. Le miroir, c'est la porte d'entrée. Une fois que ce pont est établi, la boîte à outils s'élargit. Une des techniques les plus simples et les plus puissantes, c'est le passage systématique du «je» ou «vous» au «nous», Ah oui, c'est un changement subtil mais qui recadre toute la discussion. instantanément. Au lieu de dire votre problème de livraison me cause des soucis, On dirait comment est-ce qu'on peut résoudre ce défi logistique ensemble, c'est clair, le premier est accusateur, ça crée deux camps. côte à côte. On n'est plus l'un contre l'autre, mais nous face à un problème. C'est un réflexe simple qui change radicalement la dynamique. D'accord, donc on a le miroir, le nous, quoi d'autre? Un autre outil fondamental, ce sont les questions calibrées. Les questions calibrées, Oui, ce sont des questions ouvertes qui commencent généralement par comment ou qu'est-ce que. Elles ont un double effet. D'abord, on ne peut pas y répondre par un simple oui ou non. ça force l'autre à développer sa pensée. Exactement. Et à révéler, peut-être, ses contraintes ou ses motivations cachées. Et le deuxième effet? Le deuxième effet, c'est qu'elle donne à l'autre l'illusion du contrôle, tout en l'invitant à résoudre notre problème pour nous. Comment ça? Par exemple, si quelqu'un vous fait une proposition inacceptable, au lieu de dire c'est impossible, vous pouvez demander calmement comment suis-je censé accepter ça. Ah, c'est malin. Cette question force l'autre à se mettre à votre place, à envisager les failles de sa propre proposition. C'est non conflictuel, mais c'est incroyablement efficace pour l'amener à modifier son offre de lui-même. On ne rejette pas, on questionne la faisabilité. Ça me fait penser à une autre technique que j'ai vue dans les notes, qui me semble encore plus délicate à manier. L'étiquetage des émotions, le labeling, C'est ça. oui, c'est un outil avancé, c'est vrai. Parce qu'il touche à l'affect. L'idée, c'est de verbaliser une émotion ou une dynamique qu'on perçoit chez l'autre. En disant par exemple, on dirait que vous hésitez sur ce point. Voilà, où j'ai l'impression que cet aspect vous préoccupe. En nommant l'émotion, on la désamorce. L'autre se sent compris à un niveau plus profond. Et ça renforce massivement la confiance. Et il va soit confirmer, soit corriger. Et dans les deux cas, vous avancez. Soit il dit oui, en effet, ce qui me préoccupe c'est, et ça vous donne des infos cruciales, soit il corrige, et ça vous donne aussi des infos. C'est gagnant-gagnant. C'est très clair. Mais si on résume l'essentiel de cette exploration, on voit que le choix des mots en négociation, c'est vraiment un acte stratégique. Totalement. Et que le mot le plus efficace, ce n'est pas forcément le mot le plus précis de notre point de vue. Non. C'est celui qui est déjà présent dans l'esprit et la bouche de notre interlocuteur. C'est un vrai changement de perspective. C'est une compétence subtile, mais qui est incroyablement puissante. Elle permet de passer d'une mentalité de confrontation, du moi contre l'autre, à une mentalité de collaboration. Nous, face à un objectif commun. C'est ça. Et le langage partagé, c'est vraiment le premier pas fondamental dans cette direction. Quand on utilise les mêmes mots, on commence à voir le problème de la même façon. Et du coup, la solution commune devient presque une évidence. C'est la conséquence logique d'une compréhension partagée, plutôt que le résultat d'un bras de fer. Une excellente façon de voir les choses. Et ça nous laisse avec une dernière pensée à méditer, pour aller un peu plus loin. On a beaucoup parlé du langage verbal, des mots. Mais la communication, c'est bien plus vaste. Bien sûr. Alors, la question se pose. Au-delà des mots, quels autres signaux non-verbaux ou comportementaux, comme le rythme de la parole, la posture, le niveau d'énergie, quels autres signaux pourrait-on refléter de manière éthique et subtile pour bâtir une confiance encore plus profonde lors d'une discussion importante?